Salam alaikum, Azul, bonsoir. Cette affaire de l'évacuation de Tebboune vers un hôpital allemand montre combien ce régime ne peut pas changer. Combien cette Algérie nouvelle, dont on nous rebat les oreilles, n'est que vaine déclaration. Mensonge du début à la fin. Désinformation grossière, cousue de fil blanc, qui méprise et insulte l'intelligence des gens. Quand les Algériens s'étaient rendus compte que le très prolifique et hyper visible président Tebboune était subitement devenu tout à fait invisible et tout à fait inaudible, les habituels relais du régime ont commencé à nous distiller l'info qu'il était très pris, qu'il travaillait beaucoup et qu'il suivait de très près la préparation du référendum du 1er novembre. Un peu comme quand les mêmes nous disaient que Bouteflika ne faisait pas d'apparition publique, il ne s'adressait plus à la nation parce qu'il travaillait beaucoup. Puis, quand il ne fut plus possible de cacher plus longtemps le poteau rose sur l'état de santé de Tebboune, on nous a fait la générosité de nous avouer qu'il avait été atteint par le Covid et qu'il n'était qu'en confinement, que tout allait bien. Mais comme les Algériens ne comprenaient pas qu'il ne se faisait pas voir, tout Covid qu'il était, et qu'il continue à ne pas s'exprimer, se reste derrière un masque, alors qu'il aurait pu le faire en respectant les mesures sanitaires de protection et de distanciation. C'était donc que la situation était beaucoup plus critique que déclarée, qu'avouée. Alors, ils ont fini par nous dire qu'il avait été non pas évacué, mais admis à l'hôpital militaire de Ain Naja pour des examens de simple routine et que son cas ne suscitait aucune inquiétude. Voyez-vous. Pourtant, malgré l'extrême prudence de ce communiqué, il a été néanmoins retiré de l'APS, l'agence de presse-service, l'agence officielle de l'État algérien. Il a été retiré aussitôt qu'il a été publié par on ne sait quel autre clan du régime, en tout cas un autre clan que celui qui l'avait publié. Et comme l'état de santé de M. Tebboune était en fait bien plus alarmant, bien plus inquiétant que ce qu'il nous disait, et qu'il n'était plus possible de nous cacher plus longtemps la véritable situation, alors ils ont fini par nous apprendre qu'il a été transféré vers un hôpital allemand. Et voici les propres termes du communiqué de la présidence. Je cite un petit extrait du communiqué. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a été transféré mercredi soir en Allemagne pour des examens médicaux approfondis sur recommandation du staff médical. Fin de citation. Et là, tous ceux qui connaissent les modes et les codes de communication du régime auront compris que la situation est très grave. Quand un communiqué de la présidence en arrive à évoquer des examens médicaux approfondis au lieu d'examens de routine comme c'est d'habitude, c'est que le pire est à envisager. En tous les cas, et contrairement aux rumeurs propagées par les propres relais informels du régime pour faire diversion et noyer le poisson, Tebboune se trouve bien en Allemagne. Le régime n'aurait pas pu se permettre de donner une fausse information sur son lieu d'hospitalisation. Si ce n'était pas le cas, l'Allemagne aurait immédiatement réagi pour démentir l'information, si Tebboune ne se trouvait pas sur son sol.
l'un dans l'autre. Et même si ce régime nous a maintenant habitués aux carences et aux vacances de toutes sortes, au plus haut sommet de l'État. Rappelons-nous les 2 derniers mandats de Bouteflika, quand celui-ci était dans l'empêchement le plus total d'exercer ses fonctions, qu'il ne pouvait même pas parler, qu'il ne connaissait même pas son nom, il ne savait plus comment il s'appelait, alors que son propre frère, assisté par le chef de l'état-major de l'armée, régnaient tous les deux, avec tout l'état-major derrière, en ses noms et lieux, pendant 2 mandats. Et le 2e mandat, rappelez-vous qu'il s'était présenté son frère de campagne électorale. C'était son cadre qui avait fait la campagne électorale à sa place, son portrait. Ce n'est donc pas nouveau, d'autant plus que Tebboune n'était qu'un président fantoche. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que les jours prochains vont être décisifs, peut-être lourds de conséquences. Il va se passer des choses. Au sein du régime, le casting a déjà commencé. Et les candidats à la présidence fantoche, a déjà commencé aussi. Dans quelques jours, ça va être la bousculade, à la différence que les généraux de l'état-major, ceux qui désignent les présidents, ne sont plus aussi unis qu'ils l'ont toujours été. Le torchon brûle entre les généraux et les complications qui vont survenir, en plus du hirak qui peut revenir du jour au lendemain, ne vont pas faciliter les choses à un régime en phase critique. Une chose reste dans le doute, la tenue du référendum. Si le régime était doué d'un minimum de discernement, il profiterait de l'annulation du scrutin en France pour cause de confinement et de la maladie de M. Tebboune pour reporter la consultation, pour éviter de la compliquer encore plus qu'elle ne l'est déjà. S'il persiste dans son obstination, alors il ouvrirait la boîte de Pandore et ce serait comme s'il entrait et qu'il faisait entrer avec lui tout le pays dans l'inconnu. حر للممات لو كان ما جابوا الحرية عمرها لا جات شم ريحة الأرض تفهم باللي بالدم نسقات جايبين الحرية ما بقاش قد اللي فات الشعب تعب طوال اللعب السوسة زايدة كلانا الهم وحب الماستر قرب لا فايدة في قلوبنا نايدة لا بريزون فايدة حرية منوطي والمحاكمة حامضة عدالة مغمضة حالتك يا بلادي مريضة مازالهم يضربوا فيا باش نبقى بعيدة ونعلي الراية البيضة بديتوا انتوما علينا ياك الحرب الباردة شبيبة Référendum J-2. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, dans cette couverture spéciale. Et pour en parler, nous aurons avec nous Iskandar Debech, militant des droits de l'homme. Iskandar Debech, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci. Larbi Zouaïmiya, analyste politique. Lamia Boudissa, médecin. Larbi Zouaïmiya, analyste politique qui sera avec nous depuis les États-Unis. Larbi Zouaïmiya, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, je suis au Canada actuellement. Au Canada. Merci d'être avec nous, c'est Larbi. Alors, Lamia Boudissa, médecin qui sera avec nous depuis Alger. Lamia Boudissa, merci d'être avec nous. Elle n'est pas encore avec nous. Jugurta Ibersian, journaliste qui sera avec nous dans un petit moment. Boualem Amoura, secrétaire général du SATEF. Boualem Amoura, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonsoir à tous les spectateurs de Auras TV et à tous les sans oublier les techniciens. Merci beaucoup.
Alors, Chaban Qassi, mon confrère qui est avec nous aujourd'hui. Chaban, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir, cher. Alors, Chaban, quelles sont les nouvelles? Alors les nouvelles, l'affaire du chef de l'État continue bien évidemment avec avec Abdelmajid Tebboune. On rappelle que samedi dernier, donc une annonce, il est en isolement pour une possible contamination au coronavirus, parce que tout ça, c'est pas clair. On rappelait encore hier soir que mardi, en fin d'après-midi, l'APS qui diffuse une information importante, qui est retiré rapidement. Les réseaux sociaux, donc force de présence, donc diffusent tout ça. La presse internationale, bien évidemment, reprend cette information. Entre mardi soir et mercredi soir, aucune information. Je disais aux téléspectateurs hier, lorsqu'un chef d'État, lorsqu'il arrive une telle situation dans un pays, notamment concernant un chef d'État ou un Premier ministre, en général, les médias, croyez-moi, on ne va pas citer les médias, mais croyez-moi, c'est vraiment la course à l'information et on essaye de donner un maximum d'informations aux premiers concernés, c'est-à-dire les compatriotes algériens, les Algériens et les Algériennes. Néanmoins, donc hier soir, information que vous annonciez en direct, le chef de l'État, Tebboune, donc, est transféré apparemment en urgence pour des examens approfondis. Vous l'avez très bien étayé, hein, très bien dit dans le cadre de votre édito, votre introduction, Jamaldine. Mais depuis, alors bien évidemment, en ce qui concerne l'homme, on lui souhaite un prompt rétablissement, ça va de soi. Mais ce qui court aujourd'hui, encore une fois, sur les réseaux sociaux, c'est que le président algérien est transféré dans un autre pays et pas soigné dans son propre pays. Et ça paraît rien, mais sachez que les Algériens n'en peuvent plus de ça, c'est de savoir que leurs généraux, leurs ministres, leur personnalité politique, et notamment tous ces chefs d'État qui se succèdent et qui font partie du même régime, eh bien malheureusement, ils sont soignés. On pourrait rappeler bien évidemment l'histoire du président Bouteflika qui a été soigné pendant des années à Paris, à Grenoble, mais tout le etc. personnel politique et et les généraux de l'état-major et du haut commandement se soignent à l'étranger, y compris pour de petits bobos. Exactement. Je vous rassure. Tout à fait. Alors, malheureusement, le pouvoir, c'est de tradition chez lui. On se rappelle que concernant donc Bouteflika, très peu d'informations. La dernière apparition, c'est le 8 mai 2012 à Batna. On ne l'a pas entendu donc, pendant des années. On l'a pu entendre. Non, à Sétif. À Sétif, oui. Oui. D'accord. L'affaire du Tabjnani. C'est ça, exactement. Oui, à Sétif. Donc, c'est la dernière fois où on l'a entendu. Et ça, aujourd'hui, les Algériens qui ont retrouvé leur citoyenneté, qui se sont libérés en prenant part vraiment de leur destin, de leur avenir, n'en peuvent plus de cette situation. Et encore, depuis donc hier, Tebboune est transféré en Allemagne, mais bien évidemment, on n'a pas plus d'informations. Les rumeurs courent toujours. Et alors, il faut rappeler aussi que ça arrive à un moment crucial. Donc, soit il intervient, et on le voit, comme vous l'avez très bien dit, on l'a dit hier soir, puisqu'encore une fois, la mosquée donc a été inaugurée hier soir par le Premier ministre Gérard. On n'a pas entendu ni vu Tebboune. Et puis, on est à J-2 d'un référendum où le président ne s'exprime pas du tout. En tout cas, on ne le voit pas du tout. Donc, vous l'avez aussi bien expliqué, effectivement, il y a des scénarios, des rumeurs, un état de santé gravissime, dramatique. Mais ça peut arriver, malheureusement, mais cette situation de ne pas informer le peuple, c'est important. Pour dire quand même qu'on peut dire aussi que le pouvoir algérien, malheureusement, n'a pas besoin du peuple. Le référendum il n'en a pas besoin. Le référendum passera. Les élections, on sait dans quelle situation elles ont été élues. Une anecdote rapidement. Il y a un mois de ça, j'accompagne un proche de la famille à Orly, un soi-disant dernier vol. Il y a 800 personnes à l'extérieur. L'aéroport est fermé. Personne n'intervient. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des dizaines d'écoliers en France, donc franco-algériens, qui étudient en Algérie et qui ont envie de retourner. Mais le pouvoir algérien ne répond pas. Ça, c'est une situation. Il ne rapatrie pas les gens. Il ne rapatrie pas. Donc, et il n'y a pas qu'en France. Et il n'y a pas qu'en France, bien évidemment, c'est un exemple. Et il y a des centaines de personnes qui veulent retourner en Algérie. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas aux États-Unis. Voilà. Et ça ne coûte rien au pouvoir algérien d'affréter des avions que les compatriotes paient, bien évidemment, pour rentrer dans leur pays. Donc c'est pour vous dire que le pouvoir algérien, aujourd'hui, n'a pas besoin de son peuple. Et puis, on le sait, depuis cette élection avec des gros guillemets,
le pouvoir algérien n'a fait aucun bain de foule. Alors je sais que parfois je le répète, mais c'est Tebboune, le président. Tebboune, mais même les premiers ministres. On a vu le Premier ministre, plus ou moins, il a été à Batna. Oui, mais en tout cas, lorsqu'ils y vont, on ne peut pas dire qu'ils sont accueillis dans les meilleurs... Mais Tebboune, en tout cas, il n'a pas fait de bain de foule, comme vous dites. Exactement. Donc, affaire à suivre. Les rumeurs continuent. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations depuis hier. Il faut savoir que c'est une information qui a été reprise aussi par plusieurs médias étrangers. français. Alors, l'autre point. Alors, l'autre point, c'est cette journée du 29. Donc, alors, on va vous montrer quelques images, effectivement. Les Algériens... C'était une journée très attendue. Un appel avait été lancé pour que plusieurs villes donc, convergent vers la capitale. Alors, on va vous montrer quelques images. Je vais proposer à Abdellah en régie de vous diffuser ces quelques images et puis on se retrouve dans quelques instants. Voilà, ça devrait arriver. En tout cas, vous allez voir que, effectivement... En tout cas, il y a eu des rassemblements aujourd'hui pour le Mawlid de Nabawi. Oui, c'est ça, la naissance du prophète. Mawlid de Nabawi, dont on rappelle à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas la langue arabe, la naissance. Que c'est un peu le Noël des musulmans. C'est l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous allons voir quelques images, Abdallah. D'accord. Alors, néanmoins, effectivement, on peut voir sur ces images, et comme vous le disiez tout à l'heure, on est réaliste. Il n'y a pas autant de monde que d'habitude, mais pour plusieurs raisons. D'abord, le point positif, c'est que depuis plusieurs mois, les Algériens se sont libérés. Ils ne lâcheront pas. Et ça, on le sent. Ils ont retrouvé leur citoyenneté. Ils continuent à écrire, à scander, à vouloir cette liberté. Pour ce qui est de cet appel, le peuple algérien a décidé de ne pas y répondre. Pour dire les choses comme elles sont. Oui, non, mais on est d'accord. Voilà. J'y viens. Ouais. Alors, décider aussi pour plein de raisons. Pas du tout d'ailleurs, en tout cas, c'est mon avis, pour dire on renonce et on abandonne. C'est pas du tout ça, puisqu'on le voit maintenant depuis plusieurs mois, vous allez en parler, que les Algériens ne lâchent pas, ils veulent vraiment ce changement. Après, il faut savoir que même si en Algérie, on en parlait hier, et le médecin Lamia Boudissa on va vous en parler, oui. En Algérie, c'est dramatique cette situation du Covid. Pourquoi? Parce que sur 44 millions, hier, on avait 300 cas seulement en 24 heures. Ça veut dire, effectivement, il y a plusieurs scénarios et analyses. En France, il y a 40 000. Voilà, par exemple, pour 65 millions d'habitants. Donc, c'est pour vous dire que les chiffres sont surprenants. Hein. Mais il y a aussi le fait qu'Alger a été bloqué par la police. Bon, il y a un véritable blocus. J'y viens justement. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a cette crainte de la Covid. Oui. Les Algériens, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les chaînes d'information se renseignent en disant, avec ce qui se passe ailleurs avec la Covid, on fait attention. Donc, il y a une réticence. Elle est humaine, la santé avant tout. Ensuite, effectivement, comme je vous le disais hier, malheureusement, le pouvoir algérien, c'est de tradition chez lui, c'est toujours des blocus, de la répression, des emprisonnements. Alors, nous allons voir quelques images, mais c'est des images de gens qui fêtaient le Mawlid al-Nabawi. Ce n'est pas pour l'appel du 29. Nous allons les regarder ensemble. في أجواء روحانية تستذكر سيرة خاتم الأنبياء ومسيرته في الهداية إلى دين الله، كان إحياء ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قاعة الصلاة بجامع الجزائر التي تم تشريفها بأن تحتضن احتفالية. Donc ce n'étaient pas les bonnes images, mais ce n'est pas grave. Des manifestants algériens se sont exprimés dans la rue au nom de Mohamed Rasulallah, etc. Un peu aussi en réponse. Ah voilà, nous allons la voir ensemble. Voilà, alors le troisième point... Alors un mot d'abord sur le référendum, et ça concerne aussi un peu cette journée où l'appel spécialement n'a pas été suivi. Vous le disiez, blocus, répression, mais aussi pour parler du référendum qui aura lieu dans 2 jours. Un référendum qui, je le rappelle, est crucial pour le pouvoir algérien. Vous allez y revenir, mais on sait très bien malheureusement, et ça, les Algériens, les Algériennes en sont conscients que quoi qu'il arrive, ça passera. C'est un non-événement. Ils
appellent énormément au boycott, c'est-à-dire de ne pas se rendre dans les urnes. Ça, c'est important. Chengriha, donc le chef d'état-major, lui qui disait il y a quelques jours, je ne fais pas de politique, clairement, donc il fait appel donc, au cadre et personnel de la gendarmerie nationale pour prendre toutes les mesures pour sécuriser les centres et bureaux de vote afin d'assurer la réussite. C'est quasiment l'armée qui sécurise. Exactement. Mais on a l'impression que la société algérienne boude ce référendum plus qu'elle le boycotte. C'est comme s'il n'existait pas. Il le boude. C'est réellement, il lui tourne le dos, quoi. Il le boude, il y a un rejet total parce qu'il ne s'en préoccupe pas. D'abord, il faut savoir que pour ceux qui ont la possibilité de feuilleter, de lire même dans les grandes lignes cette constitution, vous allez vous en parler depuis le début de cette semaine, il n'y a rien qui change spécialement, enfin il n'y a rien de conséquent qui va dans le sens de libérer cette Algérie, d'avoir un meilleur système, d'avoir une démocratie, d'avoir un État libre et non par exemple militaire. Il faut savoir que par exemple sur l'article 30, si je ne me trompe pas, il y a une partie importante où l'État militaire serait toujours présent et on parle même d'ingérence. Alors, un dernier point. Oui. Hier, nous avions annoncé que le FIS était le seul parti à avoir appelé carrément, ouvertement au boycott. Puis nous avons trouvé un communiqué du FFS. Nous avons trouvé un communiqué du FFS. D'abord, sachez que j'ai joint 3 personnalités du FFS pour les inviter à prendre la parole. Il n'y a pas eu de réponse, ils n'ont pas pu, mais je les ai eus. Je les ai invités jusqu'à 17h30 en leur disant « Jamel-Din Benchenou veut vous donner la parole ». Ce n'est pas le cas. Néanmoins, j'en ai eu un au téléphone, c'est Majid Rouar qui me dit clairement oui. Non, nous n'avons pas appelé au boycott. Il y a un rejet et j'en terminerai là-dessus. Voilà ce que dit le FFS. Le FFS ne cautionnera pas le scrutin du 1er novembre qui constitue une énième violence constitutionnelle et un coup de force de trop contre la volonté populaire. Le peuple algérien ne se sent concerné ni de près ni de loin par ce référendum. Aujourd'hui, la position forte et déterminée de notre parti est de demeurer au plus près de nos citoyens, signé Youssef Aouchiche, premier secrétaire. Et donc, il confirme que ce n'est pas un appel au boycott, mais juste un rejet. Majid Rouar, donc en début d'après-midi. Merci, Chahban Kassi. À demain, alors. À demain, avec plaisir, Jamel-Din. Bonne émission. Alors, nous allons commencer par l'Arbi Zouemia, qui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas reçu chez nous. L'Arbi Zouemia, alors, d'abord, sur l'affaire Tebboune, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? L'affaire Tebboune... Tebboune est malade, donc certainement il est malade depuis l'annulation du Conseil du Premier ministre, et c'est à ce moment-là qu'il fallait l'évacuer. Il n'était pas content, son entourage n'était pas content du service aussi au niveau de l'hôpital Hennaj, à Paris, c'était la débandade. Il est malade, il est parti en Allemagne, donc il est parti en Allemagne hier d'Alger, de Boufarik à 14h33. Il est arrivé vers 16h05 à peu près à Francfort, à Bonn, donc du côté de Cologne. Donc l'avion est revenu. Donc l'avion, c'est pas le même avion qu'utilisait avant Bouteflika, c'est un autre Gulfstream. Mais paraît-il, il y a un autre avion, mais je ne sais pas, français, paraît-il. Mais de toute manière, voilà, il est en Allemagne actuellement. Jusqu'à présent en Allemagne, parce que l'avion est revenu hier, il a atterri à Boufarik à 21h05. Il y a une autre chose, donc ça démontre aussi que la problématique de la santé en Algérie est sérieuse. Le président, il n'y a pas longtemps, qui a affirmé que nous avions le même système, le meilleur système, paraît-il, en Afrique et dans le monde arabe, je ne sais pas. Donc voilà, c'est un mensonge, c'est un mensonge. L'autre problème aussi, donc le pouvoir n'est pas aussi quoi le pouvoir, il y a une fissuration au niveau du pouvoir aussi, je ne sais pas, au niveau de l'appareil militaire peut-être, parce que peut-être Chengriha aussi ne fait pas l'unanimité. Et ce retrait, l'Arbi Zouemia, ce communiqué émis par le gouvernement Jarrad, qui a paru sur l'APS, qui était pourtant très rassurant, qui avait état de l'évacuation de
même pas d'évacuation, de l'admission de Tebboune à l'hôpital militaire de Ain Naja pour des petits contrôles de rien du tout, et qui a pourtant été retiré. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce clan qui se permet de faire retirer de l'APS, l'agence officielle de l'État algérien, un communiqué qui a été émis par le gouvernement, d'après vous? De toute manière, le communiqué parlait de consultation d'examen approfondi. Non, celui de l'APS ne parlait pas de... Celui de l'APS parlait de l'APS pour un contrôle de routine, quasiment. Et il a quand même été retiré. Alors, à votre avis, retiré par qui? N'oubliez pas, il y a un peu au niveau du gouvernement algérien, le service du gouvernement, c'est-à-dire le ministre de la communication du gouvernement, Belhimer, et la présidence, un petit peu, il y a un problème, une chicane, surtout lorsque Tebboune est malade. Donc, certainement, il y a un problème de communication entre... Certainement, il y a un clan qui a effacé une version. Mais de toute manière, ça démontre aussi l'anarchie. C'est un pays dans l'anarchie. Ça démontre aussi que le pays vit des moments très, très, très graves. C'est ça le point d'ordre de la problématique actuellement. Et c'est la troisième fois qu'un communiqué ou une dépêche est retiré de l'APS, après avoir été publié. 3 fois. Oui, mais ce n'est pas... Il y avait plus grave que ça. Il y avait une nomination de directeur que les militaires ont refusé aussi. Donc, je ne sais pas, c'est le pouvoir, voilà, c'est l'anarchie. Le président, c'est un président, n'oubliez pas, fantoche. Il n'a pas l'unanimité. Il est tributaire aussi des forces qui l'ont ramené. C'est ça la situation. Donc, pour nous, le plus important, c'est que, justement, la réponse, l'alternative et la réponse à faire à ce pouvoir, parce que nous avons un pays en jeu, c'est très sérieux, c'est ça. Donc, il est en Allemagne, je ne sais pas, sa situation paraît-il, il est sous respiration artificielle, ça c'est sûr, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Et nous allons y revenir, l'Arabie Saoudite, rester avec nous. Skandar Debbash, donc voilà, au début on nous a dit bien, ça va, il travaille juste, beaucoup de travail, puis on nous dit non, petit Covid, il est juste en confinement, puis on nous dit il est parti à Ain Naja pour une simple routine, des examens, puis on nous dit il a été évacué pour examen approfondi. Et là, j'en attends d'avoir l'ami Aboudissa pour lui poser une question médicale. Mais à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, on a toujours du mal à cerner la logique du pouvoir en Algérie. Hein. On a beau dire... mais bon, ce que fait le gouvernement ou les décisions du gouvernement, vous savez, le gouvernement en Algérie n'est en fait qu'un organe périphérique du véritable pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est là que pour appliquer les directives ou communiquer ce qu'on lui dit de dire, ce qu'on l'autorise à dire plutôt. Qui autorise? Je parle du véritable pouvoir. Lequel? C'est qui? Le clan des généraux. D'accord. Le clan des généraux, voilà, qui décide, les véritables décideurs. Ça veut dire, d'après vous, le communiqué du chef du gouvernement qui a été retiré de l'APS, ce sont les généraux qui l'ont retiré? À mon avis, oui. Personne d'autre ne peut le faire. Moi, je ne crois pas que Jarrad puisse avoir suffisamment de pouvoir pour retirer un communiqué de l'APS. Non, ce n'est pas lui, puisque c'est son gouvernement qui a donné le communiqué. Il est chef du gouvernement. Oui. Donc c'est quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas venir du gouvernement. Moi, je pense qu'il a été rappelé à l'ordre, oui. Les militaires peuvent se permettre de se ridiculiser à ce point, parce que c'est eux qui se ridiculisent. Vous venez d'entendre l'Arabie Saoudite, ce qu'il nous a dit. C'est pas sérieux, c'est la pagaille. Depuis le temps, c'est-à-dire depuis je crois le 2e ou le 3e mandat de Bouteflika, vous savez, ce qui se passe en Algérie, c'est tout un enchaînement de scandales. Un scandale qui chasse l'autre. Oui. Un scandale chasse l'autre. Un scandale chasse l'autre. Ça a été une succession de scandales jusqu'à présent. Et nous sommes toujours dans cette... C'est un feuilleton de scandale. Absolument. Mais ce qui se passe, tout à l'heure, notre ami Jaben a dit une vérité. Oui. A dit une vérité qui m'a vraiment qui m'a fait tilt. Il a dit le gouvernement n'a pas besoin du peuple. Il a dit le gouvernement... Et il ne saurait si bien dire. Et c'est vrai. Ça veut dire que c'est eux qui ont ce sentiment. Nous n'avons pas besoin d'eux juste pour aller voter.
Même pas, vous savez, c'est une formalité pour eux. Le vote pour eux, c'est... Non, c'est-à-dire juste pour qu'on puisse les filmer et les montrer à la télé. Voilà, quoi. pour se légitimer. Sinon, les résultats, on sait qu'ils sont... À la face de l'opinion mondiale, c'est tout. Devant l'opinion mondiale. Ouais. Et encore, devant les protecteurs occidentaux. Les protecteurs occidentaux, c'est tout. C'est tout. Mais vous savez, c'est un pouvoir qui n'a plus rien à offrir au peuple. En fait, il est là pour quoi? Le gouvernement est là pour quoi? Il est là pour essayer de sauver les meubles. Les siens. Sauver les siens, sauver les meubles. Voilà, ils sont là pour ça. Éviter, c'est-à-dire éviter qu'un gouvernement civil ne prenne réellement, un véritable gouvernement civil ne prenne le pouvoir en Algérie. Et là, parce qu'ils savent parfaitement qu'il n'y aurait pas de trou assez grand dans le monde pour les cacher. Il y a tellement de scandales qui leur sont donnés. Et qu'ils auront des comptes à rendre devant le peuple algérien. Ils auront des comptes à rendre. Donc ils ne vont pas rendre le pouvoir alors? Certainement pas. Pas dans les conditions actuelles. Pas dans les conditions actuelles. Parce que là, ils sont dans une véritable impasse. Alors, nous allons recevoir Boualem Amoura, secrétaire général du SATEF. Boualem Amoura, sur ce sujet de l'état de santé de M. Tebboune et son évacuation en catastrophe, j'allais dire, et sur cette opacité qui a accompagné la communication jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où il n'avait plus le choix que de nous dire ce qu'il y avait en fait. Enfin, une partie de ce qu'il y a, puisqu'on ne sait pas encore ce que M. Tebboune a vraiment. Oui, tout à fait. Mais écoutez, je pense que nous avons un petit peu le même âge, sinon la même génération. Oui. Je vois derrière vous des images qui défilent. C'est l'histoire qui se répète. En voyant Boumedienne, le premier président algérien, il s'est passé la même chose. Non, pas le premier, le deuxième. Oui, pardon. Le deuxième après Ben Bella. Oui. Mais je vous l'ai dit que lorsqu'il a été évacué en 1979 en URSS, l'ex-URSS, la télévision algérienne montait et puis en plus de ça, pire que ça, il nous montrait des images, c'est comme s'il le recevait, il était là à gérer les affaires du pays. Donc ce n'est pas la première fois. Maintenant, pour la génération actuelle, le cas de Bouteflika va rester un cas d'école. En tout cas, nous, les Algériens, ça ne nous étonne pas. Ce n'est pas la première fois que cela se passe, parce que ces gens-là, ce pouvoir, ne donne aucune importance, aucune valeur pour son peuple. Au moment où il devait chercher la légitimité pour avoir les coups des franges, pour négocier à l'étranger, pour relever la tête, même pour eux, lorsqu'ils sont à l'étranger, malheureusement, on constate que c'est l'histoire qui se répète. Et je peux dire, je m'excuse de ce terme, en ce jour du Mawlid al-Nabawi, eh bien c'est la malédiction. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette malédiction qui a frappé l'Algérie, qui ne peut pas être en paix éternellement. Éternellement, nous sommes dans les problèmes. Alors que ce peuple dit basta, qu'on arrête ce qui se passe là, qu'on nous donne à gérer l'Algérie. On aime cette Algérie. Et ce qui est grave aussi en ce moment, il est tombé malade dans un moment important pour lui et pour les gens qui décident. Nous avons constaté que c'est sa constitution et qu'il ne l'a pas défendue, même pas une fois. Il n'a pas fait campagne pour cette constitution. C'est le gouvernement avec ses ministres qui ont fait la campagne, bien sûr, avec aussi Chenguereha. Là aussi, je veux dire qu'on n'est pas sorti de la logique des clans. On est sorti juste après le début du Hirak. Un clan a eu le dessus sur l'autre, mais maintenant nous sommes retournés dans cette logique des clans. Mais sinon, pour des examens approfondis, lui qui avait dit que nous avons le meilleur système de santé en Afrique, et il aurait dû même au monde, il se retrouve en Allemagne. Et en Allemagne, oui, vous faites bien de le rappeler, Il a dit, nous avons le meilleur secteur de la santé d'Africains et des voisins, ils sont très loin parmi nous, alors que nos voisins tunisiens et marocains
sans parler d'autres pays africains, sont classés parmi le classement des meilleurs hôpitaux du monde. Nos voisins ils ne sont pas parmi les premiers, mais ils figurent dans le classement, alors que l'Algérie est totalement absente. Et nous allons voir ce classement et je vous redonne la parole. Monsieur Tebboune, quand il s'exprime sur... النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا حب من حب وكره من كره وكانت وليدة رؤية. Alors voilà, donc il nous dit le meilleur secteur de la santé en Afrique est celui qui n'est pas content, qui se tape la tête contre le mur. Je vous laisse poursuivre, Boualem Amoura. Merci. Moi aussi, ça me rappelle ces examens approfondis en Allemagne. Je me rappelle l'opposant russe qui a été empoisonné, qui a été bien sûr évacué de la Russie. En Allemagne, je pense qu'en Allemagne, ils ont une certaine médecine très spéciale pour les gens empoisonnés. Ça, c'est une hypothèse. Hein. Et là, je disais qu'il ne pouvait en aucun cas rater le 1er novembre sa constitution, encore plus l'inauguration de la grande mosquée d'Alger qui a eu lieu hier. Certains ministres ont dit hier que nous avons réalisé notre rêve d'avoir assisté à l'inauguration de la grande mosquée. Lui qui était ministre, bien sûr, de l'Habitat, qu'il avait visité plusieurs fois en étant ministre de l'Habitat, bien sûr qu'il avait donné des fausses promesses pour son ouverture avant 2018, après et tout. Bon. Et il rate cet événement, c'est très grave. Ce qui sera encore plus grave, je permets, si son absence le 1er novembre, s'il ne revient pas avant le 1er novembre, et s'il ne vote pas, on passera à quelque chose, à l'article 100, on parlera de l'article 102. Ça veut dire qu'il faudra déjà penser à le remplacer et il semble que le casting a déjà commencé, que les candidats se bousculent, mais que le problème, c'est que les généraux n'arrivent pas à se mettre d'accord pour choisir qui. Ils sont déjà dans la dynamique du remplacement. Alors, l'Arbi Zouemia. Nous ne sommes pas médecins, ni vous ni moi, mais on peut quand même essayer d'appréhender le problème à travers une simple question de logique, un simple angle de logique. Alors, j'ai consulté des médecins, je leur ai demandé leur avis. Ils m'ont dit que ce n'est certainement pas pour une histoire de Covid qu'il a été évacué. Je leur ai dit, ah bon, pourquoi ça? Ils m'ont dit parce que la pire phase du Covid, c'est la phase respiratoire critique, c'est-à-dire quand ils ne peuvent plus respirer. Il m'a dit là, en Algérie, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon ou n'importe où au monde, on les soigne de la même manière. Et en Algérie, et surtout à la présidence, on dispose de matériel hyper performant et de médecins hyper compétents. Ça veut dire, pour le faire respirer, pour l'aérer, pour l'intuber et tout, ce n'est pas la peine de l'envoyer en Allemagne. Les Algériens peuvent très bien faire ça et ils sont dotés d'un équipement hyper sophistiqué. Donc, s'ils l'ont évacué, ce n'est certainement pas pour une question de Covid. Alors, à votre avis, donc il continue d'abord à nous cacher la vérité, mais à votre avis, s'il en se réfère aux rumeurs, la seule source d'information dont nous disposons malheureusement, qu'est-ce que vous pensez de cette évacuation? Est-ce que la situation est aussi grave, aussi désespérée qu'elle semble l'être? Arbi Zouemia. Ah, il y a un problème de son, on va essayer de le régler. Iskander Debesh, je vous renvoie la question, donc, en attendant que l'Arbi Zouemia puisse être avec nous. Je crois qu'on ne peut pas deviner ce qui a dû se passer, mais en tous les cas, il a dû se passer quelque chose d'assez grave pour justifier son évacuation. En Allemagne, dans des conditions aussi urgentes. Oh, dans des conditions aussi urgentes, oui. Ouais. Oui. Donc, tout peut se passer à ce niveau-là. Tout et n'importe quoi. Vous savez, on se souvient de la dernière conférence à laquelle a assisté Gaïd Salah, le général Gaïd Salah, ou feu Gaïd Salah. Et c'est le cas de le dire pour un militaire.
Sans humour noir. Sans humour S'il vous noir, plaît. exactement. Mais bon, il était tout à fait normal. Il s'ingérait allègrement dans les affaires de l'État, du gouvernement, de la gouvernance, etc. Et puis on nous annonce, tout à coup, on nous annonce qu'il est mort d'une crise cardiaque. Bon, moi j'aurais bien aimé qu'on fasse une autopsie du corps pour savoir exactement de quoi il est mort. Ben justement, Gaït Saleh, justement, vous faites bien de poser le... On a retrouvé Zouemia, je vais lui poser la question, mais je finis avec vous. Alors, Gaït Saleh, justement, il est mort. Alors, la logique aurait voulu, il est mort dans des conditions très, très douteuses. Très douteux. Et la logique aurait voulu que pour ne pas se compromettre, ne pas prêter le flanc à la rumeur, Oui. il aurait fallu que le haut commandement de l'armée, les seuls maîtres à bord du pays, Absolument. aurait demandé une autopsie, comme ça, pour se laver. Or, eux se sont opposés à l'autopsie, demandée par un membre de la famille. Et on nous dit même qu'il aurait été menacé. Et donc, ça voudrait dire... alors là, pour ce qui est de Tebboune, est-ce qu'on ne l'aurait pas envoyé en Allemagne pour qu'il puisse décéder en Allemagne pour qu'on ne puisse pas dire « Ah, c'est les Algériens, c'est les militaires qui l'ont tué ». C'est Yahya Bounoir qui a émis cette hypothèse sur sa page Facebook. Je l'ai lu. Non, mais tout est possible avec eux. Vous savez, tout est possible. C'est la cour des miracles. Ben oui, c'est un peu la cour des miracles. Hein. N'importe quoi est possible. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et pourquoi ils nous laissent dans une telle méconnaissance des faits? Pourquoi ils ne nous disent pas la vérité, tout simplement? Parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre au peuple. Cela fait longtemps qu'ils n'ont plus de compte à rendre au peuple. C'est fini tout ça. Est-ce qu'un jour ils se seront fendus d'un communiqué sincère et transparent, sincère et transparent, ou tout au moins, c'est-à-dire tout au moins un bulletin de santé jamais du président? Jamais. Ça, ils s'en fichent éperdument. Jamais. La preuve, c'est que M. Tebboune, dont tout le monde sait que c'est un gros fumeur, en plus d'autres maladies morbides, comorbides, comme on dit. Avec le genre de maladie qui arrive à son âge, c'est-à-dire passé 70 ans. Donc, c'est des problèmes de diabète, des problèmes de glycémie, etc., des rhumatismes. Le cancer du poumon. Absolument, qui le guette. Donc, d'où la nécessité d'au moins un bulletin de santé qui devrait être publié. Ça, ils ne le font même pas. Alors, l'Arbi Zouemia, est-ce que nous vous entendons maintenant? Est-ce que tout est bon? Oui. Très bien. Alors, l'Arbi Zouemia, il évacue en Allemagne, ils nous disent le Covid. Alors que de l'avis de spécialistes, on nous dit on ne peut pas évacuer quelqu'un pour le faire bénéficier d'un respirateur là-bas, puisqu'ils ont des respirateurs et des médecins hyper compétents en Algérie. Donc, c'est bien pour autre chose, et peut-être même que c'est pour qu'il ne puisse pas décéder en Algérie, où on pourrait accuser les militaires de l'avoir trucidé, lui aussi. À votre avis? Écoutez, M. Benchenouf, ce qui fait, c'est-à-dire on opte pour un changement en meublant notre argumentaire par des choses qu'on peut démontrer. C'est très important, parce que il y a la multiplication de l'histoire du loup, certainement, même s'il est en notre faveur aussi. Mais je ne pense pas que Tebboune souffre d'une autre maladie, parce que s'il souffrait d'une autre maladie, on l'aurait évacué déjà juste après le Conseil des ministres. Monsieur Tebboune, certainement, c'est un homme de 75 ans. Vous avez bien cité qu'il fume, c'est un grand fumeur. Donc, la complication respiratoire, certainement, beaucoup de médecins disent ça. La complication respiratoire, elle a beaucoup de conséquences. Donc, dans son âge et le fait qu'il est fumeur. Moi, je pense qu'il est parti pour le Covid. Ça, Maintenant que la présidence a un matériel ou des médecins hyper compétents, la situation de la médecine en Algérie, nous la connaissons. Nous connaissons aussi même la production médicale, les publications aussi. L'Algérie souffre exactement de participation, même au niveau des registres, même au niveau des plateformes internationales de publications scientifiques. Ça, c'est parce qu'il y a une dégradation de la situation. Elle peut aussi toucher même la présidence.
Tebboune est parti parce que tout simplement, d'après ce qu'on dit, d'après certaines sources qui sont proches, il est parti parce qu'il a une complication due au Covid. S'il y avait une autre maladie, on ne peut pas attendre. Certainement, il y a des gens qui sont partis en Suisse à cause d'un mal de dents. L'autre problème, c'est que, justement, la multiplication, certainement c'est un pouvoir, on le connaît à peu près, on a une idée, même si c'est parfois on affronte des situations nouvelles parce que ça ne s'est pas produit ailleurs, mais il y a un problème au niveau du pouvoir, certainement. Nous avons cité le programme de la communication d'une dépêche APS qui la supprime, et chacun chante sur un registre. Il y a une situation... Mais l'Arbizo Emiya, excusez-moi de vous interrompre. Alors, vous dites que... vous le dites, beaucoup de gens le disent comme vous, c'est pour ça que je voudrais qu'on en discute un peu, qu'il ne faut pas comme ça spéculer, il faut parler dans l'ordre du vérifiable de ce que nous pouvons démontrer. Or, mon cher L'Arbizo Emiya, vous savez très bien que ce régime est une bulle blindée. Rien ne filtre. Ils font tout pour que rien ne... Vous ne pouvez rien prouver, vous ne pouvez rien savoir. La seule chose qui vous reste, c'est d'essayer d'imaginer, de spéculer, de deviner, de faire des recoupements par rapport à des informations qui vous parviennent du cœur de la citadelle. Mais je crois que plus que de ne pas se permettre de spéculer, je crois que spéculer au moment où nous sommes et dans les circonstances qui nous sont imposées relève de la résistance. Spéculer aujourd'hui devant ce système complètement fermé, moi je pense très sérieusement que spéculer, ce n'est pas laisser le champ libre à un régime qui veut nous étouffer et nous museler. Mais je vous laisse poursuivre. Écoutez, autant des généraux, le pouvoir algérien, autant des généraux peut-être de 1992, il y avait un certain hermétisme, c'était hermétique, ça c'est. Mais maintenant même au sein du pouvoir, il y a aussi de l'indiscipline parce que il y a pas le grand chef qui distribue la rente à peu près. Tous les gens sont partie prenante. C'est une gestion associative du pouvoir. Et c'est pour cela qu'on voit certaines personnes, à peu près, on voit dans certaines vidéos YouTube des informations qui émanent de hauts gradés de l'armée. Ça, c'est des noms de gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui a fait quoi. Ça émane des gens hauts gradés de l'armée ou des responsables qui ont été lésés, ça c'est sûr. On ne peut pas penser qu'il s'agit d'un pouvoir vraiment qu'il est soudé, hermétiquement fermé. Non, c'est un pouvoir, c'est la débandade au sein du pouvoir. Et c'est pour cela que, bon, d'accord, on peut dire, certainement, il peut y avoir de la vérité. Mais justement, si on embarque à peu près, parfois dans le détail, on risque aussi de laisser à côté ce qui est l'essentiel. La grande ligne, c'est que nous avons un pouvoir mafieux. Tout va se passer dans ce pouvoir mafieux. Nous avons un pouvoir qui est antipatriotique. Oui, nous avons un pouvoir qui a passé des années à détruire ce pays. Oui, c'est une vérité. Les grandes vérités, ce sont celles qui mobilisent aussi les citoyens, justement parce que nous faisons, quelles que soient les difficultés, nous faisons chaque jour un travail d'explication. Ce n'est pas sur la base d'un détail ou sur la base de quelque chose qu'on ne peut pas aussi vérifier, ou son apport ne peut pas apporter quelque chose par rapport à une causalité qui est née dans les gens. Maintenant, ce qui est important, pour nous tous, nous avons un problème, on ne peut pas répéter ça 1000 fois. Nous avons un pays qui fonce directement vers le Moustanqa, vers le marécage. Ça, c'est une vérité. Et c'est pour cela que tous les gens, vous, les intellectuels, l'élite, justement, l'élite doit être aussi coordonnée et ordonnée pour éviter, d'une part, à ce qu'on n'embarque pas sur des histoires, pour éviter aussi la fissuration du débat, pour éviter toute l'agressivité et l'agression politique qui est en train de renaître, et pour éviter aussi le tronçonnage et le saucissonnage du débat national qui vient d'être constitué, qui a été édifié sur la base d'un consensus national. Et c'est pour cela que la discipline doit être de mise, parce qu'on voit des gens qui font des initiatives parce que l'autre ne vient pas, et l'autre ne vient pas, ou l'autre il était terroriste, l'autre il a 92, et 65, et 120. Ça c'est parce qu'on ne peut pas. Notre pays, je m'excuse de monopoliser, notre pays vit des moments
difficile. Notre pays est happé par un tourbillon d'une crise financière sans précédent et c'est pour cela aussi que le débat doit être maîtrisé, le débat doit obéir à l'entendement élémentaire. Et c'est ça mon point de vue, c'est Ben Chenno. Et restez avec nous, bien sûr, Mohamed Larbi Zouemia. Je vous avais répondu, mais bien entendu, chacun est libre de dire son avis pleinement, entièrement, très librement. Alors, Bouelem Amora, donc Larbi Zouemia considère que nous ne pouvons pas, comme ça, spéculer sur des choses que nous ne pouvons pas prouver. Or, ce régime a complètement plombé, même si Larbi Zouemia nous dit si quand même il y a des déclarations qui émanent d'anciens membres du régime ou de gens qui sont dans le régime, mais ce sont des fuites, donc des spéculations. Il n'y a pas de possibilité de les vérifier vraiment. Mais selon des médecins que j'ai moi-même consultés, on me dit, et je vous répète ce que j'ai dit à Larbi Zouemia, que le Covid, même en phase respiratoire critique, ce n'est pas nécessaire d'évacuer le patient à l'étranger, puisque l'étranger, même dans le meilleur hôpital américain, ne pourra pas faire mieux qu'en Algérie, puisque la seule chose qu'on fait aux gens qui sont en phase respiratoire critique, c'est de les mettre sous respirateur, de les intuber, de les assister, de les suivre, sans plus. Ça veut dire que les Allemands ne vont pas pouvoir mieux faire, sauf si c'est autre chose que le Covid. Pour reprendre certaines rumeurs qui parlent de cancer généralisé et d'autres choses pas très belles du genre. Alors, Bouelem Amora. Oui, moi je dirais en tant que mathématicien, j'ai fait des mathématiques toute ma vie. Et bien sûr, j'ai fait le cours de la logique qui a été banni des annales de l'école algérienne. C'est pour abrutir bien sûr le peuple algérien et presque ils sont arrivés. Mais je ferai l'analogie, oui, il a été banni. Donc je ferai l'analogie avec, je dirais, le cancer. Comment est-ce qu'on traite la maladie des cancers? En Algérie, nous avons de très bons médecins, de bons appareils. J'ai eu à discuter avec un malade qui a demandé d'être transféré en France, mais on lui a répété, et c'est vrai, certains médecins, je vais citer le professeur Bergiche, ils donnent ils font les mêmes soins en France qu'à Nadja, par exemple. Donc ça dépasse un petit peu cette maladie de la Covid. On disait que faute de vérité ou d'informations vérifiées, moi en tant que mathématicien, je pose des hypothèses. À chaque fois qu'il fallait démontrer quelque chose, je pose une hypothèse, je vais sur cette hypothèse pour démontrer la véracité de cette proposition. Maintenant, si on suit un petit peu le cours de la maladie, la genèse de la maladie de Tebboune, moi je dirais que c'était le chef du gouvernement qui communiquait sur la santé du président, alors que la présidence n'a pas dit aucun mot. Je suivais chaque jour, chaque minute, les communiqués qui sortaient. Et c'était le chef du gouvernement qui parlait au nom de la présidence. Là aussi, je peux dire qu'il y a un problème. Je suis, moi, tout à fait d'accord avec M. Zouemia, qui dit que nous devons dépasser nos différences, qu'il faut nous unir, qu'il faut se réunir, bien sûr. Parce qu'on a trop entendu à chaque fois on parlait de nos ancêtres. Oui, c'est bien. Mais un lord anglais disait, celui qui n'a glorifié que de ses ancêtres, c'est comme la pomme de terre. Toute la qualité qu'elle possède, elle est sous terre. Donc, essayons d'être à la hauteur de cette mission qui nous attend, parce que nos ancêtres, justement, c'était à l'âge de 18-19 ans qu'ils ont pris leurs responsabilités afin de faire une révolution extraordinaire. Ils ont réussi. Ils n'avaient pas ces moyens que nous avons nous-mêmes. Ça, moi, je suis convaincu que les Algériens, comme ils l'ont fait le 22 février 2019, ils le feront encore une autre fois. Ils démontreront au monde entier que nous sommes capables de relever les défis. Et pourquoi aussi, je parlerai en tant que syndicaliste, nous vivons chaque jour les problèmes sociaux,
des problèmes de manque de moyens. Par exemple, c'était la reprise la semaine passée dans les écoles primaires et cette semaine encore, le cas va s'aggraver parce qu'il y aura la rentrée des collégiens et des lycéens. Je sais que nous n'avons pas les moyens d'affronter cette pandémie qui, bien sûr, qui s'aggrave d'une façon exponentielle. Donc, il y aura des problèmes sociaux. Moi, je le dis, pas de gaieté de cœur, mais ce sont des, je vais dire comme ça, des jours difficiles qui nous attendent. On voit tous les jours le prix du baril qui, bien sûr, qui baisse et nous n'avons pas d'autres ressources. Si on va vers un autre conflit, il y aura bientôt une émission approfondie sur ce thème. Je voulais vous apporter de l'eau à votre moulin qui disait que nous passons notre temps à nous pâmer sur notre passé lumineux, sur nos ancêtres. Moi, j'aime bien un dicton en arabe qui dit « Laysa al-fata man yaqulu kana abi bal al-fata » c'est moi qui suis là. Alors, nous allons passer au sujet d'après, le 29, aujourd'hui, 29 octobre. Il y a eu des appels très forts, lancés d'un peu partout par des hirakistes, qui ont appelé les Algériens à manifester aujourd'hui. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des manifestations grandioses, à Alger notamment et dans plusieurs villes algériennes. Or, il n'y a rien eu. D'abord parce que Alger était quasiment sous blocus depuis hier soir. Et ensuite, il n'y a rien eu ailleurs non plus. Il faut le dire, je crois. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas signaler seulement quand le Hirak a le vent en poupe. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas pour que le peuple algérien, le Hirak, décide de ne pas répondre à cet appel? Vous savez, moi j'ai appris hier soir. J'ai appris qu'en Algérie, c'était à la suite d'une communication que j'ai eue avec Alger. J'ai appris qu'à travers toutes les grandes villes d'Algérie, hein, il y a toute une campagne militaire qui est menée, avec des rondes par hélicoptère, des repérages de groupes et intervention immédiate. Par les militaires eux-mêmes? Pas par les militaires, par les forces, par les policiers, par des policiers d'élite. Hein. D'accord. Par des policiers d'élite. Des policiers d'intervention. D'intervention, pas des groupes d'intervention de la police, si on peut les appeler comme ça. Et vous savez, ça suit une sorte de plan. Hein. Une sorte de pour plan, casser le une sorte de rouleau compresseur pour casser tout mouvement de contestation. Pour que le Hirak ne puisse pas reprendre. Dès qu'il y a un groupe qui apparaît, un groupe de personnes qui apparaît, c'est automatiquement signalé en haut lieu qui va ordonner une intervention. Une intervention. Donc, c'est pour ça que, justement, Mais pour dire vrai, non seulement l'appel n'a pas été suivi à Alger, il n'y a pas eu de réponse du Hirak à cet appel, mais pas seulement à Alger. Même, il y a eu quelques sorties, comme à Kharrata, comme d'habitude, Kharrata sort tout le temps. Mais sinon, sans plus, hein, il n'y a pas eu vraiment... Oui, dans toutes les villes d'Algérie... Toutes les villes d'Algérie sont pratiquement quadrillées. Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter? Le Hirak reste indemne Disons que pour le moment, il marque le pas un peu à cause du système répressif qui a été mis en place. De la Covid aussi. Je ne crois pas à la Covid. Ah bon? C'est vrai, parce que les marchés sont ouverts, les gens circulent normalement. Enfin, ça c'est mon avis, hein, moi, hein, c'est ça qui n'engage que moi. Moi, je ne crois pas que ce soit le Covid. Bon, quoique, moi, j'ai conseillé au départ... je ne sais pas si j'ai bien fait à l'époque, au moment où on annonçait le Covid et le confinement, aussi bien en Algérie qu'en France que dans beaucoup de pays. Moi, je dis qu'il fallait dépasser cela et continuer le Hirak. Bon, il a été... certaines personnes ont eu la sagesse de demander aux gens de ne pas participer, de ne pas se grouper. Maintenant, le Hirak connaît la suite que l'on sait. Il marque le pas, comme vous dites, pour dire les choses vraiment sans... Absolument. Moi, j'espère qu'un jour, il va reprendre et un jour, nous dépasserons peut-être... C'est le génie populaire qui en décidera tout seul. Qui en décidera, absolument. Absolument. Alors, nous venons d'être rejoints par Jugurta Ibersian,
journaliste. Merci d'être avec nous, Jugurtha. Est-ce que vous vous appelez Jugurtha ou Yogurtha? Bonsoir, Jamaldine. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir. Bon, je m'appelle Jugurtha, oui. D'accord. Yugurten. Oh, Jugurten. Exactement. Jugurtha, merci d'être avec nous. Donc, alors, aujourd'hui, Jugurtha, l'appel du 29, on va commencer par celui-là, puis je vous donnerai la parole sur les autres sujets dont on a parlé. Il n'y a pas eu de réponse du Hirak à cet appel, finalement. Non, mais moi, je vais me permettre de parler des arrestations aujourd'hui. Il y avait plusieurs étudiants qui ont été interpellés. D'accord. Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi un système ou un pouvoir a peur ou comment dire, interpelle ces jeunes étudiants qui sortent d'une manière civilisée pour revendiquer une certaine liberté, pour revendiquer ce qui leur revient de droit, en fait, comme tout Algérien. Donc moi, personnellement, je ne vois pas de cette nouvelle Algérie. Je ne comprends pas comment et qui est cette nouvelle Algérie. Ça reste que des lignes, ça reste que des paroles. Comme il y a eu beaucoup d'arrestations, Jugurtha? Oui, il y avait beaucoup d'arrestations, beaucoup d'étudiants connus parmi les manifestations, parmi le Hirak. C'est des jeunes étudiants qui sont ambitieux, qui veulent vivre leur jeunesse, qui veulent vivre leur jeunesse dans cette Algérie, dans une Algérie démocrate, dans une Algérie de droit. Mais hélas, on voit toujours ces interpellations sauvages. Et il y a eu des arrestations pendant des manifestations ou en dehors de toute manifestation? Non, mais on se retrouve dans un pays de dictature quand même. Oui, oui. On voit des gens qui se font interpeller dans des cafétérias, dans des fast-foods, des gens qui sont interpellés parce que, voilà, ils sortent, ils marchent, mais c'est pas normal. C'est pas normal de voir une nouvelle Algérie dans leur discours et en même temps de voir des interpellations et des gens qui crevent dans leur géole. C'est ça le problème en fait. Donc réellement, où est le résultat? Où est cette parole? Où est cette Algérie démocrate, cette nouvelle Algérie? Et pour le 29, cet appel qui était tant attendu par beaucoup, moi-même, je l'avoue, et qui finalement, le Hirak a décidé de ne pas lui apporter suite. À votre avis, c'est dû à quoi? Non, mais je vais donner un simple exemple. Les wilayas, par exemple, Bijaya, Bouira, Tizi Ouzou, etc. Les gens continuent à sortir malgré tout. Les gens continuent à montrer ce désir de continuer la révolution. Mais les autres wilayas, c'est un perplexe, en fait. Et un petit détail, les forces de l'ordre sont concentrées beaucoup plus sur cette région. Donc, s'il y avait s'il y avait ces gens, ce peuple qui sortait, qui sont déterminés à continuer, on n'aurait pas à voir ces images de violence dans ces wilayas précisément. Donc aujourd'hui, il y a certaines wilayas qui continuent à sortir malgré tout, et il y a d'autres qui sortent pas. Oui, mais à part les wilayas que vous avez cités, c'est vrai qu'ils sont toujours à l'avant-garde de la contestation, il y a beaucoup d'autres wilayas qui sortent régulièrement. Ouahran, Annabal, Borj, Qsantena, il y en a beaucoup. Qui sortent peut-être un peu moins, peut-être pas régulièrement, mais qui sortent quand même. Mais on peut pas mettre de côté le risque de la contamination de la Covid. Oui. On voit la multiplication des cas, des nombreux cas, nouveaux cas. Donc il faut quand même être prévisible, voilà, faut quand même. Et sur l'évacuation de M. Tebboune vers l'Allemagne, vers un hôpital allemand? Ben voilà, on parle de cette Algérie nouvelle, on parle de la plus grand pays dans ce qui concerne la santé, etc. Et d'un autre côté, c'est ça la contradiction en fait. Ouais. Et on voit ce dirigeant qui sort se faire soigner dans un pays européen. Aujourd'hui, l'Algérien n'a pas où se soigner. Aujourd'hui, l'Algérien ne peut pas se permettre ce que ces gens-là se permettent. Le simple citoyen ne peut pas sortir faire ses soins ailleurs, mais eux, quand même, ils se permettent.
C'est la contradiction. Je vais donner un simple exemple. Il y avait, je crois, il y a 2 jours, ça fait 2 jours quand même, il y avait la nouvelle mosquée qui a été baptisée. Je me demande, je ne suis pas contre cette mosquée, mais je me dis, ça aurait pu être un grand hôpital. Ça aurait pu être... on a pas mal de talents, on a pas mal de capacités, on a pas mal de docteurs qui peuvent gérer le tout, mais il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de moyens. Je ne suis pas contre la mosquée, je le répète, mais ça aurait pu être un hôpital où ce même dirigeant-là, soi-disant dirigeant, peut se soigner dedans. D'accord. Yorta, je voulais dire, ça aurait pu être un hôpital avant de lancer le projet ou transformer la mosquée en hôpital? Dans les 2 cas, ça aurait été... Non, dans les 2 cas, une mosquée, il coûte plus cher de la transformer en hôpital que de la laisser en mosquée. Parce qu'elle n'est pas adaptée à être un hôpital. C'est des ascenseurs, c'est des systèmes, c'est une architecture tout à fait différente. On ne peut pas faire d'une aussi grande mosquée un hôpital, autant la détruire, la démolir et reconstruire un nouvel hôpital ou aller le reconstruire ailleurs. Non, mais on parle du même système. Donc, c'est le même système qui a conçu ce projet. C'est le même système qui a fait en sorte de réaliser ce projet. Donc, moi, personnellement, c'est mon avis, l'Algérien, maintenant, a besoin d'infrastructures hospitalières, a besoin d'autres infrastructures que ça. On peut voyager à travers l'Algérie. À chaque village, chaque coin de ce pays, on trouvera 2, 3, 4, même 5 mosquées. Donc l'Algérien maintenant a besoin d'un hôpital, a besoin d'infrastructures, a besoin de diverses choses. Et ce n'était pas leur priorité en fait. Je suis d'accord avec vous sur le plan de la priorité. Ils auraient dû, moi aussi je pense comme vous, construire un hôpital, un très grand hôpital avec la même somme d'argent, 4 à 5 milliards de dollars, que de construire une mosquée. Mais maintenant que la mosquée est construite, elle est là, on ne peut pas la transformer en hôpital et ce n'est pas mon avis, c'est l'avis de spécialistes en la matière. Mais restez avec nous, Jugurta et Bersian. Je reviens à l'Arbi Zouaïmiya. L'Arbi Zouaïmiya, d'abord sur ce 29, le rendez-vous, l'appel pour manifester le 29 qui n'a pas été suivi, à votre avis? Pas grave, pas grave, pas grave. Pas grave pour le faire démarrer un Hirak. Déjà, je pense que ça a pris peut-être 20 années pour que le Hirak intervienne. Donc, pour faire redémarrer ce Hirak, après, c'est une tâche périlleuse parce qu'il y a beaucoup de facteurs aussi. Mais certainement, on arrivera certainement à une réaction populaire, peut-être que d'une autre variante, peut-être parce que à un moment donné, les outils, les méthodes utilisées par le système ne vont pas tenir. C'est très important. Il y a une division, il a fait le corona, les gens, il y a une lassitude, parfois d'autres sont amorphes un peu. Donc il y a certainement, parce que ça a duré, c'est une année, c'est une grande expérience, une année de marche, des millions de vidéos, des millions d'interventions, vraiment presque 100 000 activistes. Donc justement, c'est une taille extraordinaire. C'était une taille extraordinaire du Hirak algérien. Et c'est pour cela, surtout ses débuts, à un moment donné, on a franchi les 22 millions, 23 millions de personnes qui sortaient à l'échelle nationale. Ça ne s'est jamais produit par rapport à une taille de population de 40 millions, 42 millions. C'est très important. C'est une expérience. C'est une expérience aussi qui a trop duré, bien sûr, parce qu'il faut avoir aussi le courage de dire qu'il n'y a aucun mal, de voir exactement les points négatifs, c'est très important, et essayer un petit peu d'améliorer, c'est toujours important, parce qu'on ne peut pas gagner du premier coup, certainement, mais je pense que je suis optimiste à ce que, premièrement, les gens s'organisent, ce qu'on appelle l'élite, parce qu'un citoyen ne peut pas aussi supporter une multitude de canaux, chacun chante comme il veut. Et c'est pour cela que
j'ai dit tout à l'heure ce qu'on appelle le modus operandi, quoi, et le modus vivendi aussi, ce qu'on appelle la fibre du Hirak doit être maintenue sur la base de la vie quotidienne des citoyens, parce que les citoyens veulent que ça change. Et c'est pour cela que notre relation avec les gens, ce n'est pas une relation d'analyse, c'est une relation parce qu'on ressemble à eux, on se reconnaît dans leurs problèmes. Lorsqu'on parle de la santé, vous avez vous-même fait peut-être beaucoup d'émissions sur la santé, sur l'école, sur l'économie, sur l'environnement, sur le gaz de schiste. Il y avait, c'est des milliers d'émissions. Et c'est ça le débat. C'est ça le débat d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas aussi, j'ai dit, se situer dans l'intellostellaire. Aussi, on ne peut pas aussi utiliser des trucs qui sont passés en Algérie parce que il y avait des problèmes, mais notre situation actuellement, elle est dans l'insolite, elle est unique au monde. Elle est unique au monde. Nous n'avons rien du tout. Nous n'avons rien du tout. Ils ont ramené un président qui a pillé, qui est le grand cambriolage d'un État. Donc, jamais, il n'y a aucun exemple comme le nôtre. Il n'y a aucun, ça c'est sûr, allez-y voir. Je confirme avec vous, l'Arabie Zouémia, que nous sommes le seul pays au monde à vivre d'une mono-ressource. Un jour, c'est quelqu'un qui me l'a dit, un spécialiste. Je lui ai dit non, mais il y a l'Arabie Saoudite, il y a le sultanat du Brunei. Il m'a dit non. L'Arabie Saoudite a d'autres ressources, le tourisme culturel, les placements financiers, les fonds d'investissement. J'ai dit le sultanat du Brunei. Il m'a dit pareil. Ils ont des investissements dans le monde entier qui leur rapportent beaucoup d'argent en plus de leur pétrole. Mais nous, la seule ressource, c'est la seule, à 98%, c'est les hydrocarbures. Exactement, parce que le côté criminel dans ce pouvoir, c'est-à-dire même parfois, on a des exemples, par exemple le Mexique, je parle du Mexique, à un moment donné, il avait un président corrompu, Salinas. Mais lorsqu'on lui a posé la question, je répète, c'est époustouflant sa réponse, et on lui a dit, Monsieur le Président, on dit que vous êtes corrompu. Oui, il a dit une fois par mois. Mais Salinas a fait beaucoup pour les PME. Mais vous avez un président qui n'a même pas fait un fonds national d'investissement capable d'acheter à l'étranger pour consolider la trésorerie nationale en matière d'entrée parafiscale. Vous n'avez pas de banque, vous n'avez pas de bourse, vous n'avez pas quelque chose qui à la rigueur, pour financer ce qu'on appelle des capitaux indépendants, pour financer l'investissement. Vous avez une doula parallèle. Vous avez le parallèle pour la gestion militaire. Une économie parallèle, une économie informelle. C'est ça. Nous sommes, voilà l'intitulé, voilà l'épithète. Nous vivons une situation de guerre. Même le dinar, il ressemble. C'est le dinar de la guerre. Voilà, c'est comme la monnaie libanaise au temps de la crise libanaise et la guerre civile, c'est ça. Donc c'est ça. Et nous allons tomber peut-être dans une inflation vraiment qui sera terrible, et ce sera l'heure des arithmétiques néfastes. Et restez avec nous, l'Arabie Zouémia. Boualem Amoura, ce 29 octobre, donc l'appel que beaucoup de gens attendaient. Finalement, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est juste la répression? Est-ce que le Hirak a considéré que ce n'était pas opportun? Est-ce que c'est le Covid? Est-ce que c'est la subversion du régime qui a abouti, qui a récolté ses fruits? À votre avis? C'est un peu tout ça en même temps. Hein. Pourquoi? Parce que de prime abord, quand on fait un appel comme ça, à l'époque on l'appelait des appels anonymes. C'est dû à l'annonce, je ne parlais pas de la structuration, on l'avait discuté plusieurs fois, d'une organisation. Il n'y a pas une certaine organisation qui pourrait appeler à une marche ou à une action du moins. Et puis, c'est tout le monde qui se dit, c'est un petit peu le doute. Chacun dira que ça vient d'une partie, moi je ne vais pas participer. On avait raté l'histoire, c'est pour l'histoire aussi. Le jour où on s'est réunis, le 24 août 2019, à la SAFEX, il y avait toutes les tendances politiques.
en Algérie, toutes les personnalités, les syndicalistes, on l'avait raté ce jour-là. L'histoire, bien sûr, va s'écrire, mais moi je dis que nous devons revenir à l'organisation de ce Hirak. Sans organisation comme nos ancêtres, oui, là on va parler de nos ancêtres, l'ont fait en 1956, il fallait bien qu'ils se réunissent, qu'ils se rencontrent pour donner une certaine, comment dirais-je, une ligne, un objectif. Là, nous naviguons à vue, il faut le reconnaître. On sortait déjà et on rentrait chez nous depuis le 22 février. Certains ont refusé cette organisation. Moi, je parle d'organisation, c'est-à-dire que reconnaître chaque représentant d'une commune, d'une wilaya et tout. Et puis, je dirais aussi que la Covid, c'est une réalité. Aujourd'hui, je vous informe, ça c'est des informations réelles. À Blida, nous avons beaucoup d'enseignants que je connais qui sont malades, ils sont alités. Donc, beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre, ils ont peur. Parce qu'on avait parlé de ce système de santé en Algérie qui est vraiment très mauvais. Donc, tout ça a fait que les gens ne répondent pas facilement, comme au début, à tous les appels qui viennent des fois, je peux dire, de nulle part. Voilà, c'est le moment donc de penser à organiser son Hirak. Et je vais vous dire une chose. Oui. Ah. Nous avons perdu Boualem Amoura, nous allons essayer de le retrouver. Alors, Skandar Debesh, sur ce même sujet, le 29. Vous savez, il est très facile parfois de spéculer sur des projections organiques du Hirak, etc. Ce qu'on oublie le plus souvent, c'est la répression. C'est la répression, les arrestations qui ressemblent parfois à des enlèvements, de véritables enlèvements. Oui. Où les gens sont capturés, je ne dis pas arrêtés parce que ce sont pas des... Ils sont capturés chez eux, la nuit, de nuit. Oui. Nous sommes en train de revenir au même schéma. Sans mandat, sans rien. Mais ça n'a c'est jamais... un peu comme pendant les années de la décennie rouge, comme on dit. Ben, moi-même, j'ai été après la décennie noire, moi-même j'ai été arrêté à l'aéroport de Dar el Beida, sans même qu'il y ait une commission rogatoire ni un mandat. Vous savez, j'avais la semaine qui a précédé, j'ai essayé de prendre mes dispositions et vérifier si je faisais l'objet d'une commission rogatoire, d'un mandat d'amener. Un mandat d'amener, etc. J'avais chargé pour ça un avocat des droits humains bien connu à Alger, qui était maître... oublié son nom. Bref, qui avait enquêté là-dessus. Bon, il s'est renseigné auprès du tribunal de Belmourad Raïs, dont je dépends normalement, puisque j'habitais à Elbiar. J'habitais à Elbiar légalement. À l'aéroport d'Ar el Beida, etc. Il n'y avait absolument rien. D'accord. Il y avait absolument rien. C'est l'arbitraire, quoi. Mais j'ai été arrêté quand même. Oui, gardé plusieurs jours, je me rappelle très bien. Et vous savez comment est-ce qu'ils appréhendent les gens? Oui. C'est-à-dire de ceux qui vivent à l'étranger et qui sont recherchés par les autorités, ardemment recherchés par les autorités en Algérie. C'est qu'il y a une liste au niveau d'Air Algérie. Oui, oui. La compagnie Air Algérie. Donc c'est Air Algérie qui cafte. À partir du moment où vous prenez votre billet pour l'Algérie, et si vous êtes dans la liste en question, eh bien vous êtes signalé aux autorités. Par Air Algérie. Par Air Algérie. C'est de la délation. Oh là là. De la pure délation. C'est incroyable. C'est la pure Donc on vous a signalé avant que vous n'arriviez, avant que ce soit la PAF qui vérifie que vous êtes bien arrivé. Absolument, absolument. On vous a attendu au bas de la passerelle? Non, pas au bas de la passerelle. Ils ont attendu que je passe le contrôle de police. C'est au contrôle de police qu'on m'a dit, écoutez... Donc là, peut-être que vous étiez affiché par le contrôle de police, pas par Air Algérie. Peut-être que c'est à ce moment-là. Sinon, ils vous auraient cueilli à la descente de l'avion. Non, mais rien n'empêche. Hein, rien n'empêche. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est quelque chose d'absolument illégal. Donc tout ça, c'est pour nous dire que la répression a joué un grand rôle dans le fléchissement un peu... Actuellement, la répression est en train de jouer un très grand rôle. Les gens savent qu'ils sont arrêtés chez eux. Même pas arrêtés, ils sont enlevés chez eux, de nuit.
Vous avez toute votre famille qui est traumatisée, vos enfants qui sont traumatisés. Vous ne savez pas ce qui va advenir de vous-même. Vous serez condamné, condamné par un juge qui n'a rien à faire de votre avenir ni de votre situation. C'est-à-dire, bon, il peut vous condamner à un mois, à quelques mois. Selon ce qu'on lui demande, quoi. Absolument, selon les exigences du téléphone, on peut lui commander, c'est-à-dire c'est moi, Achar Sinin, comme le garçon de Khenchela. 10 ans. 10 ans de prison. 10 ans de prison. Ouais. Ferme. 10 ans de prison, ferme. Ferme, absolument. Ouais. Je reviens à Khaled Dararni, 2 ans de prison. Oui. 2 années de prison. Abdessameh 3 ans de prison. 3 ans de prison. Donc personne ne parle, quasiment. Absolument. Mais si, les gens, ils en parlent en Algérie. Ils en parlent, ils en parlent tout bas. Oui, tout bas, hein. Les gens ont peur de parler. Ils ont peur de parler. Là, actuellement, il y a un climat délétère. Et une presse qui se tait totalement. La presse ne dénonce pas. Elle ne dénonce pas, absolument. Ou alors du bout du crayon, comme ça. Vous savez, la presse, elle joue son rôle de presse fantoche. Ouais. De presse fantoche. On n'a que des fantoches dans ce pays. Oui, hein. oui, des présidents fantoches, une presse fantoche. Absolument. Alors, nous allons aborder le dernier sujet, celui du référendum prévu donc pour le 1er novembre. Et donc, je reviens, alors pour que je ne me trompe pas, Jugurtha d'abord, puisqu'il nous a rejoint un peu en retard, puis j'irai vers l'Arabie Zouémia. L'ami Aboudissa, nous n'arrivons pas à l'avoir. Alors, Jugurtha et Bersian, sur ce référendum du 1er janvier, ce régime veut absolument le faire passer alors qu'il est unanimement rejeté et qu'il risque un autre boycott du genre du 12 décembre, celui des présidentielles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais avant de commencer, Jamaldine, une pensée pour les journalistes qui sont actuellement en prison. Khaled Dararni, Zgheilesh, Abdessameh. Une pensée pour tous les détenus qui sont actuellement derrière les barreaux. Oui, Zgheilesh à Constantine, qui a été condamné, je crois, à 3 ans, il me semble, non ? Exactement. Oui, voilà. Oui. Donc, par rapport au référendum, aujourd'hui, le pouvoir insiste sur ça, mais il y a contradiction par ici. On incite les gens à rester chez eux parce que la Covid, il y a le risque de maladie. Et d'un autre côté, on incite les gens à venir voter à leur constitution. Donc, moi, je me demande comment faire sortir les gens, le peuple, alors que la maladie est là, alors que le risque est là. Deuxièmement, je me demande comment inciter le peuple à voter à une constitution conçue par un pouvoir illégitime aux yeux de ce peuple. Aux yeux de ce peuple qui adopté par un parlement dont le régime lui-même dit que c'est le parlement de la Essaba. Exactement. Donc il y a plein de contradictions par ici. Ouais. Il y a plein de contradictions. Et ce n'est pas, Jamaldine, ce n'est pas nouveau. Leur discours a toujours été contradictoire. Ça a toujours été des contradictions. Donc aujourd'hui, il y a plein de questions à se poser. Le peuple est là. Le peuple sort chaque jour. Le peuple est interpellé sauvagement. Le peuple est enfermé. Le peuple est sous pression. Pression de la maladie. Pression de ce système. Pression économique. Donc, dans tout ça, il y a ce référendum, il y a cette constitution qui continue, et il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est une constitution qui va permettre une pleine maîtrise pour ses dirigeants, qui va permettre d'allonger le pouvoir de ce système, de ces gens-là qui nous gouvernent d'une façon anarchique depuis tout le temps. Donc le peuple est là. Le peuple continue à dire haut et fort qu'on est là. On est prêt à sortir. On est prêt à faire une révolution. On est prêt pour changer cette Algérie. On veut une Algérie de démocratie. On veut une Algérie de liberté. On ne veut pas de votre Algérie. Dernièrement, on a vu le ministre des Sports qui a déclaré celui qui n'est pas bien, celui qui ne voit pas les choses telles qu'on le voit. C'est la lecture de son discours. Ceux qui ne voient pas les choses telles que les dirigeants
qu'il quitte le pays. Vous savez que l'Algérien maintenant a marre de vous. L'Algérien de maintenant est sous pression. L'Algérien de maintenant ne peut pas continuer de cette démarche. Donc il y a plein de questions, il y a plein de contradictions, il y a plein de pressions. Et tout ça sur le peuple, sur le dos du peuple, sur les... Mais Jugurtha et Bersiane, moi là, personnellement, la chose que j'arrive pas à comprendre, Pourquoi insiste-t-il tant pour faire passer une autre constitution, enfin un amendement de l'ancienne constitution, alors qu'ils n'ont jamais respecté leur propre constitution? Ils ne les ont jamais appliqués. Ou alors, ils les ont abondamment et violemment violés, si je peux dire. Je vous rappelle l'histoire de Bouteflika. Au moment où il avait fini son deuxième mandat, il ne pouvait pas se présenter à un troisième mandat puisque la Constitution ne lui permettait pas, puisqu'elle limitait les mandats à 2. Là, il a changé la Constitution, il a enlevé cette limitation. Et dès qu'il a été élu, il a refait une Constitution qui limite les mandats à 2. Donc, ils ont toujours fait ce qu'ils ont voulu. Alors, pourquoi se donnent-ils autant de mal? Djemal Dine, à plusieurs reprises, le peuple, à travers ses marches, à travers cette révolution, ne cesse de leur dire que le problème n'est pas la Constitution, le problème n'est pas la réglementation, mais le problème, c'est un problème d'un système. Un problème d'un système qui est là depuis la nuit des temps, depuis l'indépendance, qui ne cesse de mettre le peuple sous pression, d'enfermer le peuple, de condamner le peuple. Le problème se situe dans ces dirigeants-là, dans ce système-là. Le jour où il y aura changement de système, il y aura une constitution qui va être respectée. Allô? On vous entend. Le jour où ces gens-là vont être écartés, il y aura une constitution qui va être vraiment respectée. Une constitution qui respecte les droits de tout Algérien. Une constitution qui va vraiment permettre à l'Algérien de s'épanouir. Maintenant, il faut dire les choses directes, simples et claires. Le problème n'est pas la Constitution. La Constitution n'a jamais été respectée, car la Constitution n'a jamais été sur le plan réel. La Constitution n'a jamais été respectée sur tous les plans, en fait. Le problème, c'est ce système. Le problème, c'est ces gens-là. Le peuple algérien, les Algériens revendiquent un changement total, qui est de faire sortir toutes ces têtes qui ne cessent d'agacer ce peuple, qui ne cesse d'enfermer ce peuple, qui ne cesse de piétiner les libertés de ce peuple, qui ne cesse de piétiner cette Algérie. Le jour où il y aura changement radical, ce jour-là, on va parler de constitution. Et restez avec nous, Jugurtha et Bersiane. Larbi Zouaïmiya. Oui. Alors, Larbi Zouaïmiya. Donc, cette constitution qu'ils veulent absolument faire passer, on se demande pourquoi, puisque de toutes les façons, ils font ce qu'ils veulent et n'ont jamais respecté leur propre constitution. Et ils la font adopter. Le pire du pire, c'est qu'ils la font adopter par un parlement dont ils nous ont dit eux-mêmes, sur le banc des accusés, dans la justice algérienne, en jugeant des gens qui ont déclaré, Tleiba et le fils de Ould Abbas, ils ont déclaré qu'ils ont vendu les sièges aux parlementaires un minimum de 7 milliards de centimes. Ils l'ont dit, c'est sorti dans la presse. Et après, il faut valider cette constitution par ce parlement dont ils disent eux-mêmes c'est un parlement des gangs El Saba. Et puis, ils voient que la situation est très mauvaise, que ça ne va pas passer, que les gens vont boycotter. Et pire que ça, que la communauté algérienne de France, très importante, environ 700 000 électeurs, ne vont pas voter. Ils auraient dû sauter sur l'occasion pour annuler, ou du moins pour reporter. Non, ils s'obstinent à vouloir absolument maintenir cette échéance. Mais l'enjeu est de taille pour un régime rentier si Benchenouf. L'enjeu est de taille parce que déjà, lorsque on fait un petit peu, on va en arrière un peu, on recule en arrière, au moment où Gaïd Saleh voulait la démission de Bouteflika, pourquoi il voulait la démission de Bouteflika? Et pourquoi le chef d'état-major de la Tunisie c'est quoi la différence? Il y a une seule différence.
C'est pas une question qu'ils ont une philosophie de dictateur, je sais pas. C'est des gens, tu as CPA, tu as la corruption, tu as les contrats juteux de l'armement. Et c'est pour cela qu'ils sont dans leur combat. C'est le patriotisme de la boutique, c'est ça. Et le patriotisme de la boutique a sa propre logique. Il évolue dans le temps, justement. Lorsque on voit un général d'état-major s'immiscer dans les affaires de la présidence, alors que le président était démissionnaire, il a dit je vais démissionner. Il voulait casser le processus. Parce que dès le départ, il était contre le Hirak. Parce que le Hirak, justement, c'était une menace. Et il voulait prolonger le mandat de Bouteflika d'une année sans vote. Exactement, parce qu'à chaque fois, il recule. La frappe de Hirak, elle était puissante. Il essaie de se redéployer. En fin de compte, Barak al-Hirak. Oui, cette phraséologie un petit peu bizarre, ce fatras de bizarrerie dans le Hirak. Yubarikun al-Hirak. Le Hirak, il est contre le pouvoir, et le pouvoir, il félicite le Hirak. Mais c'est une phraséologie que j'ai jamais vue. Et c'est pour cela que cette logique, justement, lorsqu'on parle de la Constitution, elle sert à quoi, la Constitution? Ils ont soumise la Constitution a été soumise à des adjudicataires, des encompteurs payés. C'est des artisans de la fraude, justement. Parce que eux, une frange du pouvoir, a dit que le Parlement, Jahlin, mais toujours est-il des idiots utiles pour faire avancer. Mais pour avancer vers où? Vers une constitution, justement, qui va servir aussi de rempart. Parce que tout simplement, le pouvoir ne veut pas aussi être pris au dépourvu. Il veut aussi les mécanismes constitutionnels et institutionnels pour se redéployer. Nous sommes dans cette situation, justement. Nous sommes dans cette situation, nous faisons face à un pouvoir. Et un pouvoir aussi qui a les instruments. Il a toujours ses militants de la rente, volontaires. Même il est là en train de crier. Parce que la conscience citoyenne, ça dépend dans quel sens elle va. C'est pour cela que nous disons l'union et l'organisation ordonnée, coordonnée, une seule voie en vue de mettre fin à ce pouvoir. La Constitution va se servir à quoi? Vous imaginez quelqu'un on a vu Tebboune en 1990. Déjà, c'est un ancien praticien du pouvoir, depuis la guerre d'Indochine. Et c'est cette même personne qui va nous apporter le Jazair el-Jadida, y compris Jarrad. Il était où Jarrad dans les années 90? Ensuite, il s'est allié avec Benflis en 2004. Et puis, sur proposition d'un pistonnage quelque part, il est devenu Premier ministre. Et qu'on le prépare aussi dans le cadre du Jadid, dans la nouvelle génération, alors qu'il a dépassé, je ne sais pas, 70. C'est ça, c'est des gens qui pensent, mais c'est des gens qui pensent le patriotisme est étranger à leur cervelle. Il est étranger. La seule voie qu'ils adoptent, qu'ils ont toujours adoptée, c'est des gens qui sont unis dans le vol. Parfois, ils peuvent laisser une quantité de ces 53 personnes qu'ils ont emprisonnées. Mais toujours est-il, la galaxie de la rente, elle est là. Elle est là parce qu'elle a, c'est 20 ans, si jamais. 20 ans, c'est 150 milliards de dollars. Elle fait quoi, 150 milliards? Elle peut fonder une république de rentiers et de voleurs. Comment 150 milliards de dollars? Qu'est-ce que vous voulez dire? De corruption. Ça veut dire sur les 20 milliards de dollars? Non, je parle de tout ce qui a été dépensé juste pour les 20 années. Si vous estimez à combien cette corruption de 20 ans, à combien? Si au niveau, par exemple, des communes, des wilayas, des sectoriels, les grands projets comme l'autoroute, Sonatrach, Sonelgaz, toute cette corruption, vous l'estimez à combien? C'est justement, la somme est colossale et c'est pour ça que cette somme-là est capable aussi de créer toute une galaxie de rentiers. Donc la taille chez nous, la corruption, la taille, elle est grande. La fréquence, l'échelle, nous ne sommes pas dans un cas de figure d'une corruption sélective de certains pays. Nous sommes dans une situation parfois de corruption à grande échelle. Et cette grande échelle-là, elle est là. On lui fait appel, elle se redéploie, on la voit dans le RND, et le FLN continue à parler, et je ne sais pas, et d'autres têtes qui viennent encore, et voilà, et c'est ça la Constitution va justement, c'est un outil justement pour perdurer,
pour pérenniser la situation et pour la rendre encore plus pourrie. Et restez avec nous, Al-Bezoumia, et pour apporter de l'eau à votre moulin, je rappelle un seul cas, un seul, celui d'Ali Haddad, dont on nous a dit, le juge n'a pas pu lire le chiffre en dinars, je crois 180 000, non pas 180 000, 260 000 milliards de dollars, de centimes. Et en dollars, 18 milliards de dollars. Vous savez, Benchnouf, aussi étrange que cela paraisse, je le trouve pathétique, ce monsieur. Je le trouve pathétique. Haddad. Il prête plus à plaindre. Pourquoi? Parce qu'il est dans la lignée des boucs émissaires. Un bouc émissaire à 18 milliards de dollars, il y en a beaucoup qui aimeraient jouer ce rôle. Je sais, mais attendez, encore faudrait-il qu'il puisse en disposer. Ce sont des sommes colossales qui ont été détournées en son nom à lui. C'est un prête-nom. C'est un prête-nom, rien de plus. Avant lui, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez de Mouhouch, qu'on appelait aussi Testosa, parce qu'il avait une oui, mais à l'époque, la corruption était beaucoup plus minime. Oui, ça mais rien à voir en termes de proportion. L'idée à l'époque a été donnée par le colonel Snoussi. Oui. Ils en ont profité. Parce qu'après Mouhouch et Laras, etc., il y a eu Khalifa. Oui. Il y a eu Khalifa. Et c'était toute une série de boucs émissaires dont on se servait. Ils s'enrichissaient sur leur dos. Oui. Et ils leur font payer le. Et à la fin, on les jette dans la fosse au lion. À la fosse au lion. À la fin, on les jette dans la fosse au lion. Mais je reviens à vous, Skandar. Je reviens à vous pour respecter un peu le tour de micro. Je crois que maintenant c'est Boualem Amoura. Boualem Amoura sur ce référendum, c'est incroyable. Ils veulent absolument le faire passer. Et le comble du comble, c'est que nous savons tous qu'ils ne vont pas respecter leur propre constitution. Le comble du comble, c'est que le projet est totalement boudé par les Algériens. Ils sont en train de faire des mains et des pieds pour faire voter des gens qui vont ramasser un peu partout là où règne la misère et le flicage des potentats locaux pour essayer de remplir quelques bureaux de vote pour pouvoir les filmer. Mais sinon, un projet qu'ils ont fait valider par une constitution dont ils nous disent eux-mêmes, c'est le Parlement des gangs, à qui ils ont demandé de valider ce projet d'amendement. Et là, au lieu de sauter sur l'occasion du président malade et de l'impossibilité pour la communauté algérienne en France de voter, non, ils s'obstinent à continuer à vouloir, coûte que coûte, tenir cette échéance électorale. C'est l'aventure même du pouvoir algérien depuis 1962. Ils ne nous apprennent rien. Moi-même, je ne suis pas étonné de ce qu'ils font là. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez peut-être de la fameuse réconciliation nationale de Bouteflika, juste après son élection, parce qu'il a été mal élu après le retrait des 6 autres candidats. Il avait reçu une gifle au niveau international. Donc, il voulait bien se refaire une virginité, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il invente la réconciliation nationale, alors qu'il y avait auparavant Qanoun Rahmat, du temps de Zerouet. Ce qui les intéresse, eux, c'est avoir une légitimité qu'ils ont perdue, mais malheureusement, ça n'a pas marché déjà le 12 décembre 2017 et ça ne marchera pas cette fois-ci encore. Pourquoi? Parce que je vis en Algérie, je vois un petit peu le non-engouement des Algériens pour aller voter. C'est un non-événement, on va résumer comme ça, c'est un non-événement. Il y avait une certaine campagne permise juste pour le sbire. Ils sont bien sûr massés dans des salles de cinéma et des salles de fête. Ils refusent de donner la parole aux opposants. Donc, bien sûr, en pleine pandémie, alors qu'ils interdisent aux autres de se réunir et de se rencontrer, mais c'est permis pour eux, pour le FLN et leur ND et leur société civile à eux, bien sûr. Et tout ça, bien sûr, aux frais de la princesse. Au moment où l'on parle d'économie, de la crise encore plus aiguë, de la crise économique, au moment où des Algériens perdent leurs emplois, ils se permettent d'organiser un scrutin qui va revenir très cher. Parce que j'ai entendu dire que cette fois-ci,
ils sont en train de corrompre, comme à leur habitude, les gens qui vont encadrer, les encadreurs de ce scrutin. Je pense qu'ils parlaient de 9 000 dinars de la journée. C'était 4 000 dinars. Maintenant, ils ont un petit peu relevé le plafond à 9 000 dinars pour appâter un petit peu les gens pour aller organiser. Alors que je vous dis, pas qu'en Kabylie, dans toutes les régions d'Algérie, c'est un non-événement. Une constitution, pourquoi une constitution maintenant? Est-ce une urgence? Même pas après une année d'installation de ce président, il se permet d'aller faire un vote sur la constitution. Ce n'est même pas une urgence. Comme avait dit notre camarade Ibersien, eh bien, une constitution qui ne respecte même pas. Parce que le problème de l'Algérie, ce n'est pas dans les lois, et nous le vérifions, et nous le vivons chaque jour dans ce pays. Comme ils disent en arabe, c'est de l'encre sur du papier. Donc, à chaque fois qu'ils veulent violer cette constitution, ils ne se gênent pas, ils vont continuer comme ça, jusqu'à ce qu'une autre fois encore, le peuple, de par cette injustice qu'ils font subir au peuple algérien, et bien encore une autre fois, il va se soulever parce que les mêmes causes reproduisent toujours les mêmes effets. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Alors, le dernier intervenant, Iskandar Debech, sur le même sujet, sur cette histoire de référendum qu'ils veulent absolument coûte que coûte faire passer. D'après vous, pourquoi ils s'obstinent autant alors que, visiblement, ça va être une autre Bérésina? Ils savent que ce sera une Bérésina, mais bon, c'est une formalité. Il faut ils sont tenus de passer par là pour se faire valoir aux yeux de l'opinion internationale. Même pas l'opinion internationale, enfin, même les. Mais s'il n'y a pas de gens dans les bureaux de vote, comment ils vont faire? Ils vont avoir un autre truc, une autre Bérésina que le 12 décembre. Mais, bien sûr. Ils vont avoir des gens dans les bureaux de vote cette fois-ci. Mais ça ne les touche pas. Ça ne les touche oui, pas. Mais ça, c'est important pour eux. L'essentiel, pour eux, c'est de dire que voilà, nous avons organisé un référendum. Nous avons organisé un référendum. Le peu de personnes qui ont participé. Bon, bien sûr, il y aura la pièce de théâtre habituelle qui vont jouer avec des militaro-électeurs qui vont faire intervenir. Remplir un peu, filmer, voilà, avec des angles un peu particuliers. Et en même temps, bon, ils vont appeler quelques populations de l'arrière-pays, des gens, enfin, quelques paysans naïfs qui vont faire. Qui croient qu'ils font leur devoir national. Qui vont faire défiler devant quoique c'est pas tout le monde qui est naïf, hein, qui vont faire défiler devant les bureaux de vote et faire passer les amendements qu'ils veulent, dont entre autres, parmi les amendements qui vont passer, ceux qui concernent l'armée. C'est-à-dire un amendement qui répond à leur offre de service. Parce que voyez-vous, monsieur Benchenouf, oui. Actuellement, nous avons affaire à une gouvernance qui ne se préoccupe pas tant de l'opinion du peuple que de celle de ses commanditaires européens occidentaux. Je nomme par là la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc., et quelques autres pays. Et là, il y a un amendement qui a été proposé dans cette soi-disant constitution, c'est la projection des forces militaires à l'extérieur des frontières de l'Algérie. Et là, on est dans une offre de service. Oui. Nous sommes dans une offre de service où le pouvoir en Algérie est en train... Je parle du véritable pouvoir. Oui, oui, oui. Celui des généraux. Ils sont en train de dire aux Occidentaux, voilà, nous sommes à votre service pour mater ces populations africaines qui ne veulent pas de vous, qui gênent vos projets économiques en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que... bon, gendarme du Sahel. Pardon? Le gendarme du Sahel. Le gendarme du Sahel. Mais pas le gendarme, c'est-à-dire plutôt le chambette du Sahel. Le garde champêtre. Pour quel intérêt? Pour obtenir des crédits? Pour être protégé contre son propre peuple. Vous savez, excusez-moi pour l'expression, ils jouent les péripatéticiennes pour leurs commanditaires. Ah. Ils jouent les péripatéticiennes. C'est-à-dire ils sont là et disent, voilà, nous sommes capables de faire tout ce que vous voulez, mais nous restons au pouvoir en Algérie. Protégez-nous. Allah, protégez-nous.
de ce peuple de gueux qui veut nous chasser. Qui veut nous chasser. Mais pire encore, vous savez quoi, il y a Jamal, c'est un pouvoir... Vous savez, en Afrique du Sud, chez les Afrikaners, il y a une expression très significative qui dit « dresser les laguerres ». Dresser les laguerres, vous savez ce que c'est? Ce sont les chariots qu'ils mettaient en rond pour ne pas être attaqués par les Zoulous. Oui. Enfin, pour se protéger des tribus Zoulous. C'est ça, les laguerres. Oui. Eh bien, ils sont dans cette position. C'est-à-dire, ils ont développé une mentalité d'assiégés. Une mentalité d'assiégés. Et là, ils ont besoin de la cavalerie qui vient d'Europe, qui vient de la France ou qui vient qui viennent à leur rescousse. Qui vient à leur rescousse. Contre leur propre peuple. Absolument, contre leur propre peuple. Iskandar Debbache, merci beaucoup. L'Arabie Zouémia, merci beaucoup. Lamia Boudissa, c'est dommage qu'on ait pu vous obtenir, vous joindre. Jugur Taïb Bersian, merci beaucoup. Boualem Amora, merci beaucoup. Chaban Qassi, merci beaucoup. Je voulais vous rappeler quelque chose, mes chers amis, qu'hier soir, la nuit d'hier et aujourd'hui, c'est le Mawlid al-Nabawi Sharif. C'est pour les gens qui ne connaissent pas ou qui ne parlent pas notre langue, ou qui ne connaissent pas notre religion, c'est un peu Noël des musulmans. C'est en fait l'anniversaire du prophète, que le salut soit sur lui, comme les chrétiens fêtent l'anniversaire de Jésus-Christ, que le salut soit sur lui. Alors, cette occasion est surtout, tout particulièrement, pour, comment dire, présenter nos condoléances aux familles des victimes de l'attentat qui a eu lieu aujourd'hui à Nice. Un attentat qu'on ne peut pas ne pas condamner, que nous déplorons très amèrement, que nous regrettons, et dont nous espérons que de telles atrocités ne puissent plus jamais se reproduire. Mais je voulais, à cette occasion, avant de vous saluer, de vous laisser avec un chant de Mawlid al-Nabawi, je voulais vous lire, d'abord vous signaler que le Bilad maintenant vient faire, voilà, c'est devant vous. L'état de santé du président est stable, ne suscite pas d'inquiétude, etc., dans le même genre. Ils essayent de rassurer des gens. Mais là, je vais vous lire un message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la suite, quand il avait été... J'ai oublié comment... Sainte Monique, je crois, c'était le sermon de Sainte Monique, ou la déclaration de Sainte Monique, il me semble, si je me trompe. Alors je vais vous lire le message du prophète de l'islam intégral, tel qu'il a été rédigé. Voilà. Il est destiné aux chrétiens. Et je vous demanderai de bien faire attention à la dernière phrase que je prononcerai qui dit ceci. Je commence par la dernière phrase. Nul musulman ne doit violer cette alliance jusqu'au jour du jugement dernier. Cette phrase vient à la fin de ce pacte. Écoutez bien, c'est traduit en français. Ce n'est pas mon rôle de m'immiscer dans des affaires religieuses, mais je crois que le moment est venu pour que les communautés aillent les unes vers les autres, y compris des communautés de non-pratiquants, y compris. Ceci, je cite, ceci est un message de Mohammed ibn Abdullah, constituant une alliance avec ceux dont la religion est le christianisme, que nous savons proches ou éloignés. Nous sommes avec eux. Moi-même, les auxiliaires de Médine et mes fidèles, nous nous portons à leur défense, car les chrétiens sont mes citoyens. Et par Dieu, je résisterai contre quoi que ce soit qui les contrarie. Nulle contrainte sur eux, à aucun moment. Leurs juges ne seront point démis de leurs fonctions, ni leurs moines expulsés de leur monastère. Nul ne doit jamais détruire un édifice religieux leur appartenant, ni l'endommager, ni en voler quoi que ce soit pour ensuite l'apporter chez les musulmans. Quiconque en vole quoi que ce soit, viole l'alliance de Dieu et désobéit à son prophète. En vérité, les chrétiens sont mes alliés et sont assurés de mon soutien contre tout ce qui les indispose. Nul
ne doit les forcer à voyager ou à se battre contre leur gré. Les musulmans doivent se battre pour eux, si besoin est. Si une femme chrétienne est mariée à un musulman, ce mariage ne doit pas avoir lieu sans son approbation. Une fois mariée, nul ne doit l'empêcher d'aller prier à l'église. Leurs églises sont sous la protection des musulmans. Nul ne doit les empêcher de les réparer ou de les rénover. Et le caractère sacré de leur alliance ne doit être violé en aucun cas. Nul musulman ne doit violer cette alliance jusqu'au jour du jugement dernier. Mouled Nabawi Sharif, puissiez-vous trouver le bonheur et la quiétude des jours. Et c'est pour vous. زاد النبي وفرح نبي صلى الله عليه عاشقين رسول الله صلى الله عليه زاد النبي زغروطة زغروطة صلى الله عليه يا عاشقين تحيا تحيا تونس يا ربي تحيا تونس الهاشمي بن عبد الله يا سعد من حج وصلى في الحرمين يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه زين النبي وفرح نبي صلى الله عليه ونزاد في ليلة الاثنين صلى الله عليه جد الحسن جد الحسين صلى الله عليه إلى النبي ريحانتين يا مسلمين يا عاشقين رسول الله صلى الله